Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous nous retrouvons pour notre dernière émission de l'année. Nous sommes le mardi 29 décembre 2020 et nous avons ouvert cette émission avec une sérénade de Schubert, une petite musique qui va bien avec l'esprit des fêtes alors que les indices boursiers retrouvent leur plus haut annuel. Tout va bien dans le meilleur des mondes et nous allons pouvoir faire un dernier point complet sur la situation. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Donc comme toutes les semaines, vous pouvez retrouver les marchés en action sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Zone Bourse. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que tous les matins sur le site de Zone Bourse, vous pouvez retrouver le Morning Meeting d'Anthony Bondin et tous les jours, vous pouvez aussi retrouver Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Au sommaire de notre émission du jour, Focus Marché avec les grands décalages de marché, quelques actualités actions, actualités économiques, un top flop avec des graphiques macroéconomiques pour un peu décrypter l'environnement, la situation des marchés. Et puis dans un second temps, nous passons sur la plateforme ProRealTime pour faire l'analyse de vos actions préférées. On rentre dans le vif du sujet avec le Focus Marché. Nouveau record historique du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100 suite à la validation du plan de soutien américain par Donald Trump. Vous savez, ce fameux plan de soutien dont on parle depuis plusieurs semaines, le suspense était à son comble. Une semaine, il négocie sur les montants, la semaine d'après sur la signature. Ensuite, c'est Donald Trump qui dit qu'il ne veut pas le signer. Mais au final, on s'en doutait bien, c'était écrit en quelque sorte. Le plan de soutien allait sortir, il a été validé par Trump. Il est d'un montant de 900 milliards de dollars. Des chèques vont être envoyés aux Américains. Il avait été décidé que des chèques de 600 dollars leur seraient envoyés. Cette somme a été rehaussée à 2000 dollars. Elle doit être validée. Encore une fois, cette validation devrait venir, c'est écrit. Donc voilà, l'argent coule à flot aux États-Unis, que ce soit sur les marchés financiers via la Banque centrale ou que ce soit pour la population via le gouvernement. Le CAC 40 retrouve ses plus hauts récents, j'allais dire plus hauts annuels, mais on en est encore à quelques pourcents. Donc voilà, au-dessus des 5600 points, porté par l'esprit des fêtes, le trou d'air de la semaine passée au sujet de la seconde souche de coronavirus en Angleterre est derrière nous. Les acheteurs se sont représentés. Les marchés de toute façon sont portés par uniquement des bonnes nouvelles en ce moment. Nous avons d'une part le plan de soutien aux États-Unis, d'autre part les vaccinations au sujet du Covid-19 qui ont commencé aux États-Unis et en Europe. Et puis nous avons un Brexit qui devrait être effectif au 1er janvier. Alors il n'y a absolument eu aucun impact sur les marchés suite aux négociations, aux validations du Brexit. C'était une négociation dans la douleur qui a duré des années et on va pouvoir enfin clore ce chapitre. On notera que les dossiers trend following, alors si c'est votre première émission, c'est un mot que vous allez souvent voir. Le trend following, c'est le suivi de tendance. C'est une stratégie sur les marchés actions qui revient à acheter uniquement les actions qui sont dans des tendances haussières à court, moyen ou long terme, ou de préférence à court, moyen et long terme. Ce sont généralement des dossiers de qualité sur le plan fondamental et sur le plan technique. Même si parfois ce sont des dossiers qui sont chers, ce sont des dossiers qui sont recherchés par les marchés.
par les opérateurs, sur lesquels il y a du volume, des signaux haussiers, et donc c'est ce genre de valeur-là qui va nous intéresser, ou du moins qui va m'intéresser. Après, vous faites ce que vous souhaitez. Simplement, ce que j'essaie de vous expliquer à travers ces émissions, c'est qu'on a beaucoup plus de probabilité de gain sur des valeurs qui sont déjà haussières que sur des valeurs qui sont baissières, ou délaissées, ou totalement neutres, ou dangereuses, euh, ou illiquides. Donc voilà, c'est ça que j'essaye aussi de vous enseigner tout au long de l'année, d'aller sur des petites, moyennes ou grosses valeurs de qualité ou bien recherchées par les opérateurs, et de délaisser un peu le reste, de sortir de la bourse Paris, de la bourse jeu, où on peut gagner 30% en 24 heures, mais où on peut aussi se retrouver bloqué sur une valeur suspendue. Donc voilà, faites attention à ce que vous mettez dans votre portefeuille. Posez-vous la question parfois, est-ce que j'achèterai cette action pour les 2 ans à venir? Est-ce que j'achèterai cette action pour les 10 ans à venir? Quand vous rentrez une action dans votre portefeuille, même si c'est sur un signal technique en intraday. Sur le reste des marchés, il ne se passe pas grand-chose. Latéralisation des métaux, l'or se cherche toujours autour de sa moyenne mobile à 200 en séance. Le Bitcoin a crevé le plafond, il a encore gagné 15% de plus pendant cette période des fêtes. Il est passé de 24 à 27 000 dollars. Par contre, petit bémol, il a donc ouvert un gap sur les marchés futurs qui étaient fermés pendant les fêtes. Je me demande si un tel gap ne va pas être comblé tout ou partie, en tous les cas, avant que les prix repartent éventuellement à la hausse. Mais j'ai envie de vous dire que en termes de court terme et de trading, le Bitcoin ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que le Bitcoin est un outil intéressant de diversification pour le portefeuille d'un investisseur actif. Mais je trouve que la meilleure méthodologie pour avoir du Bitcoin, c'est peut-être l'accumulation à long terme, c'est-à-dire la méthode DCA, Dollar Cost Average. On va acheter un petit peu de Bitcoin tous les mois ou tous les trimestres pendant plusieurs années. Et en fait, on se fiche un petit peu de l'évolution du prix. Ce qui nous intéresse, c'est d'accumuler une position sur le long terme. Du moins, c'est une méthode parmi tant d'autres, et c'est celle que je préconise quand on parle de crypto-monnaie. Le pétrole latéralise, sans dynamique, il ne se passe plus grand chose sur les marchés. D'ailleurs, vous voyez que je marque catalyseur des prochaines séances, point d'interrogation, parce que effectivement, je me demande bien ce qui va se passer, et je pense pas qu'il va se passer grand chose. L'important pendant les fêtes, je le rappelle, du moins encore une fois, pour moi c'est le plus important, après vous faites ce que vous souhaitez, c'est de profiter des fêtes, de la famille, des amis, de se détendre. Mais ça fait aussi, si vous voulez, partie de la santé d'un investisseur, d'un analyste, pour tenir dans la longueur. C'est-à-dire qu'il faut des périodes où vous êtes extrêmement actif, concentré, stressé, nerveusement, pris par votre travail ou par votre investissement boursier. Puis il y a des périodes où il faut savoir un petit peu lâcher du lest, lâcher la pression, nourrir son cerveau avec d'autres choses, se faire plaisir, et pouvoir retourner ensuite ressourcer en quelque sorte avec plus d'énergie, pouvoir se réattaquer au marché début 2021. Je vais vous montrer d'ailleurs ces quelques actifs dont on vient de parler. Le CAC 40, le voici. Donc je le rappelle, la forte hausse ici en 2 temps, c'était au mois de novembre, c'était l'élection américaine et le vaccin de Pfizer. Depuis, les marchés sont soutenus. On ne peut pas dire qu'on soit particulièrement haussier depuis un mois. On n'a pas bougé depuis un mois. Mais le marché est soutenu, c'est-à-dire que dès qu'on perd 2%, 3%, eh bien, les acheteurs sont là, en profitent, voient cela comme des soldes. Et on a un marché haussier globalisé, c'est-à-dire que tous les pans des marchés sont montés, que ce soit les grosses capitalisations, les moyennes, les petites, les dossiers illiquides, les dossiers de qualité, les dossiers de moindre qualité. On a vraiment eu une hausse de tous les actifs ces dernières semaines. Le pétrole en tant qu'actif risqué sur ses plus hauts, les indices américains sur des records historiques, le Nikkei sur des records de 30 ans, le DAX a retrouvé ses plus hauts historiques. Le CAC est un petit peu à la traîne, mais si on regarde le CAC 40 GR, il est, il est quand même sur des plus hauts. Donc voilà.
tout est monté. On est maintenant sur des niveaux de prix assez élevés en termes de valorisation, comme on l'a vu dans les dernières émissions. On ne peut pas dire qu'on peut encore faire de la chasse aux bonnes affaires, puisque tous les petits dossiers, même, je vous dis, de moindre qualité, sont remontés ces dernières séances. Donc là, il va falloir, je pense, être beaucoup plus sélectif et puis peut-être un petit peu plus prudent. Voilà, donc certains d'entre vous ont peut-être arrêté de trader il y a 10 jours, sont en pause, ont allégé leur portefeuille et je les invite à lire, à travailler sur leur stratégie, à revoir leurs trades perdants et puis à sélectionner des valeurs pour 2021 et à définir des zones de prix sur lesquelles ils pourraient entrer sur d'éventuels replis plutôt que d'acheter en pleine hausse. Et voilà, sur le CAC 40, je dirais que là on est pile sur résistance, sur un niveau objectif, les plus hauts des dernières semaines, les 5620 points. Il nous reste la séance du jour, demain un petit bout jeudi, et après ça va être la rentrée. Donc je m'attends pas à grand chose et à court terme, à très court terme là, en termes de catalyseur haussier ces derniers jours, entre Brexit, plan de relance, vaccination, etc., il n'y a eu que des bonnes nouvelles. Voilà. Donc je conçois qu'on soit remonté aussi haut, aussi fort, aussi bien, mais à court terme, je vois vraiment plus grand chose. Autant vous le dire en toute sincérité. Ensuite, l'euro-dollar, il est toujours haussier à court moyen terme, simplement, je vous l'avais montré dans l'émission précédente, il y a cette oblique qui court par tous les plus hauts depuis 1 an et demi et qui pourrait bloquer les prix aux alentours des 1,23. À moins que on la passe en force, auquel cas ça devient une inversion de polarité, c'est-à-dire que sous cette oblique, on est sous une polarité baissière, même si on monte, il faut prendre un peu de recul sur le moyen terme. On peut aussi passer en force cette oblique et s'envoler, ça dépend. Sur les métaux, l'argent est toujours aussi recherché, aussi à moyen terme. On voit qu'ici, il y a eu une cassure sur les cours de l'argent autour des 27 dollars au mois de septembre et que c'est ce niveau de rupture qui fait désormais pivot et résistance vers 27,50 dollars. Il faudrait casser cette zone de prix pour pouvoir libérer du potentiel vers les plus hauts de cette année à 30 dollars et au-dessus des 30 dollars encore ouvrir une voie haussière. Bon, vous l'avez compris, à court, moyen et long terme, je suis plutôt haussier sur les cours de l'argent. Même chose sur les cours de l'or, haussier à court, moyen et long terme, simplement pour ceux qui font du trading ou ceux qui cherchent un point d'entrée parce qu'ils ne sont pas dedans et qu'ils aimeraient en avoir en 2021. On peut attendre la cassure de ce canal baissier ici, avec une zone de résistance vers 1910 dollars. Il faudrait passer clairement cette zone de prix pour pouvoir redémarrer la dynamique de fond. Le canal baissier ici que vous voyez, on peut appeler ça un drapeau, c'est-à-dire qu'on a un mouvement haussier fort, une consolidation dans un canal baissier avant une éventuelle reprise de la tendance de fond. Donc ici, si on sort de ce canal, on valide la sortie par le haut d'un drapeau et on valide donc un redémarrage haussier vers les plus hauts historiques. Le pétrole, comme je vous le disais, il fait la sieste, toujours soutenu à moyen terme par ses espoirs de reprise en 2021. On va continuer d'en parler dans les semaines qui viennent, mais le sujet, si vous voulez, c'est que pour les marchés, la crise du Covid, grâce à la vaccination, est un petit peu derrière nous. Les banques centrales ont pallié à cette crise avec des liquidités. Et le challenge de 2021, c'est le retour à la croissance dans toutes les zones économiques. Qui dit retour à la croissance, dit consommation, dit soutien intangible au cours du pétrole. Et c'est pour ça que pour l'année 2021, je pense que les cours du pétrole vont rester plutôt soutenus. Et puis le Bitcoin, le voici. Donc le Bitcoin, il enchaîne en fait des mouvements de 3-4 000 dollars, vous voyez. Ici, il est monté très fort de 10 à 20 000, il a consolidé entre 16 et 20 000. Puis il est passé de 20 à 24, il a fait une consolidation de quelques jours. Puis là, il est passé de 24 à 28 et il consolide sous ce seuil.
Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, trend following, suivi de tendance, tant qu'on est au-dessus des 24 000, ça reste très fortement haussier. Si on casse les 28 000, on peut aller chercher les 32 000. Et à moyen long terme, que ce soit sur les actions, que ce soit sur les indices, les matières premières, il n'y a pas un actif, si vous voulez, qui est aussi puissant, aussi haussier que le Bitcoin, que ce soit sur 7 ans, 5 ans ou l'année écoulée. Donc c'est impressionnant et c'est un actif dont on continuera de parler, qui est particulièrement haussier, qui est soutenu par des flux entrants, des investisseurs à travers la planète. Je vous avais dit qu'on avait dépassé les 18 millions de personnes à travers le monde qui ont au moins 10 dollars de Bitcoin en portefeuille. 18 millions de personnes à travers le monde, c'est rien. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé les 500 milliards. Ce n'est rien. Souvenez-vous, le PIB mondial, la capitalisation boursière mondiale, c'est un peu plus de 100 000 milliards de dollars. Le PIB mondial, c'est plus de 90 000 milliards de dollars. L'argent déversé par les banques centrales cette année, c'est 10 000 milliards de dollars, donc 10% de la capitalisation boursière mondiale. Le plan de soutien américain, le plan supplémentaire, c'est pas le premier, qui vient d'être voté par Donald Trump, c'est 900 milliards de dollars. Donc c'est 2 fois la capitalisation boursière du Bitcoin. Voilà. Donc tout ça pour prendre un peu du recul. D'un côté, c'est vrai qu'un Bitcoin qui valait avant 10 dollars, puis 50, puis 300 dollars, vaut aujourd'hui 26 000 dollars. Mais d'un autre côté, même à 26 000 dollars, la capitalisation boursière du Bitcoin ne représente que une goutte d'eau dans un océan de liquidité, 500 milliards de dollars. Et ça reste donc une classe d'actifs à suivre. On a fait le tour de ces différentes classes d'actifs. On va reprendre notre présentation. En termes d'actualité action, bon, j'ai pioché à gauche à droite. Je voulais vous parler de AB Science parce que tout à l'heure on va parler des biotech. Donc AB Science qui a fait vraiment un retour en force grâce à une étude très encourageante de son masitinib, me semble-t-il. Eh bien, il y a eu des bons résultats sur Alzheimer. Donc le titre AB Science s'est envolé de 120% au mois de décembre. On parlera de ça donc dans la partie analyse graphique. AB Science a fait un très beau score, Abivax, Valneva. Donc il y a des biotech qui réussissent. Parfois, il faut être extrêmement patient. Le marché des biotech reste un marché très spécial où il faut être très précis et aller vraiment dans les fondamentaux, dans le dur et pas simplement lire des forums. C'est un métier à part entière, c'est vraiment une spécialité quand on trade le marché action. Ce que j'ai remarqué moi, c'est que les meilleurs biotech de 2020 sur le marché français étaient des biotech sur lesquels les cours étaient haussiers. C'était des actions sur lesquelles on avait des cours au-dessus des mêmes 200, on avait des tendances haussières de moyen terme, on avait des volumes. Donc, on savait qu'il y avait un intérêt des opérateurs du marché pour ces dossiers et le marché espérait que des bonnes nouvelles tombent et des bonnes nouvelles sont tombées. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que la probabilité de gain était donc plus élevée sur les actions qui étaient déjà haussières que sur des actions qui étaient baissières. Et donc, vous me direz, oui, mais par exemple, quelqu'un me disait l'autre jour, tu as écrit une analyse sur Carmat, comment pouvais-tu savoir à l'avance que la société allait recevoir la validation pour son cœur artificiel ? Et je dis, c'est impossible pour moi de savoir ça, bien évidemment, je ne suis pas devin. Simplement, à l'analyse de ce qui se passait sur les prix, sur les cours, avec les volumes, les signaux qui ont été donnés, eh bien cela montrait que le marché, les opérateurs anticipaient de bonnes nouvelles et qu'il y avait vraiment un courant qui portait de nouveau l'action et qui n'avait qu'à être validé derrière par la bonne nouvelle. Et il se trouve qu'en étudiant les publications et les biotech sur les dernières années,
on constate qu'il y a bien plus de bonnes nouvelles sur des actions qui sont déjà haussières que sur des actions qui sont baissières. Voilà. Ensuite, McPhy. McPhy, ça a été une de nos actions de 2020. Je ne sais pas, bien sûr, je l'espère, mais je ne sais pas si elle sera une des actions de 2021 parce que McPhy, quand même, ce spécialiste de l'hydrogène, a vu sa capitalisation boursière flamber de 800% en 2020 et donc atteint presque 1 milliard d'euros. La société donc est rentrée au SBF 120. Donc voilà, ça a été une belle aventure, une belle société, une action en analyse graphique qui était soutenue et très belle toute l'année. On est passé de 4 à 36 euros, on a fait x8. Et notre but de début 2021, ce sera de dénicher la prochaine McPhy. Les prochaines tendances, les prochains secteurs à être recherchés. Et dans ces secteurs-là, quelle valeur nous donne, comme l'a fait McPhy, des signaux haussiers avec des volumes très importants. Ensuite, je vous ai sélectionné une news sur acheterlouer.fr. Acheterlouer.fr, ça fait partie des petites actions illiquides de petits dossiers que je n'aime pas trop parce que c'est pas du tout fait pour les débutants, c'est fait pour ceux qui font du trading sur action. C'est le genre d'action qui, 1 à 2 fois par an, peut gagner 30, 40, 50, 80%, puis qui va ensuite aller inscrire de nouveaux plus bas annuels ou historiques dans la foulée 6 mois plus tard. Résultat, on a beaucoup de personnes qui sont bloquées avec le temps, qui n'ont pas mis de stop de protection, qui se retrouvent bloquées sur ce genre de petites actions. Ce n'est pas que je n'aime pas la société, c'est vraiment là un exemple parmi tant d'autres. Et je disais récemment qu'il faut faire attention à ce genre d'action. Il y a eu des spéculations en fait parce qu'un groupe de personnes réunies autour d'un dirigeant de la société Yields SAS voulait en quelque sorte convoquer une assemblée générale, prendre un peu le dessus sur le board existant dans la société. Donc le cours de l'action s'était un peu enflammé là-dessus. Puis il y a à peu près 10 jours, l'action a été suspendue en attendant donc que le tribunal de commerce statue si justement ce groupe de personnes pouvait prendre le dessus en quelque sorte et organiser une assemblée générale. Et le tribunal de commerce a rejeté cette demande. Donc du coup, depuis 10 jours, l'action ne cote plus, vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir, vous êtes coincé. Et à première vue, ce sur quoi les opérateurs spéculaient ne s'est pas passé. Donc il se pourrait que l'action ouvre en nette baisse. Donc ça, c'est pour moi pas de l'investissement qualitatif moyen terme. C'est de la bourse pari, c'est du trading, c'est des actions sur lesquelles on peut se retrouver coincé, on peut perdre très rapidement 20-30% sur de simples respirations. Et on peut se retrouver avec des titres suspendus. Voilà. Donc c'est pour ça que je continuerai de répéter qu'il vaut mieux aller sur des actions haussières de qualité, moins trader les biotech, délaisser les petites actions qui cotent 10 centimes et les dossiers liquides et se focaliser sur des petites, moyennes et grosses valeurs de qualité dans des tendances haussières. Et dernière news, AK Technologies qui annonce... Alors j'ai trouvé ça bien tourné, c'est pour ça que je vous ai repris la news. Le lancement d'une procédure de consultation des instances représentatives du personnel en France. Bon, la traduction littérale, c'est que la société va supprimer 900 postes, dont les coûts seront comptabilisés dans les comptes 2020. Donc en gros, en 2020, AK Technologies a fait une augmentation de capital, les actionnaires historiques se sont renforcés, on fait un plan de suppression d'emplois, on baisse les coûts et on essaye de donner un nouvel élan à la société pour affronter 2021 qui ne va pas être facile pour tous les business. On passe aux actualités économiques. Alors là, il n'y a pas grand-chose en termes de statistiques ces dernières semaines. Je voulais vous parler consommation aux États-Unis. Les ventes de détail sont ressorties en hausse de 3% au cours de la période du 11 octobre à la veille de Noël. Selon l'étude Mastercard Spending Pulse, les ventes en ligne ont bondi de 49%.
Donc on a bel et bien une consommation aux États-Unis qui se maintient, et comme je vous l'ai dit dans d'autres émissions, quand la consommation va, tout va. Donc pour l'instant aux États-Unis les chiffres sont bons. En Asie, petit bémol, la production industrielle japonaise est restée stable au mois de novembre après une croissance sur les 6 derniers mois, alors que les analystes s'attendaient à une hausse. La réapparition du virus au pays du soleil levant couplée à une baisse des ventes de voitures aux États-Unis et en Australie ont provoqué cette consolidation. Donc là, on voit bien l'interdépendance des zones économiques entre elles. On ne peut pas non plus avoir un redémarrage complet de l'Asie, du Japon et de la Chine si l'Europe et les États-Unis sont à la traîne et continuent de ralentir. Donc il faut espérer qu'avec les vagues de vaccination qu'on est en train de faire et qui vont avoir lieu, que l'activité reprenne pleinement et que l'ensemble de toutes les zones économiques puissent synergiser et relancer la dynamique pour 2021. Et puis cette semaine, pas de statistiques particulières à suivre et on notera donc des marchés qui seront fermés tout ou partie à la fin de la semaine. Lundi prochain, lundi 4, on aura un petit retour des opérateurs et des volumes. À partir de mardi prochain, on devrait être back to business. On passe au top flop pour terminer cette émission. Ici à gauche, c'est un graphique qui représente les montants levés pour les introductions boursières aux États-Unis depuis 30 ans. Donc vous voyez que les records historiques étaient autour de la bulle de l'an 2000, puis de la crise de 2008, puis plus récemment en 2014. C'était des années où il y avait eu 100 milliards de levées dans les introductions boursières aux États-Unis. Cette année, on est à 180. Et comme je vous l'ai expliqué il y a 2 émissions, c'est la somme des IPO plus des SPAC. Les SPAC, vous savez, c'est les fameuses sociétés où on met de l'argent dans une société qui a pour but d'en racheter une autre pour coter l'ensemble en bourse. Exemple, Momentus, le spécialiste des satellites dont on a parlé dans les émissions précédentes. Je fais souvent référence aux émissions précédentes dans ce que je vous dis parce que c'est un peu comme un feuilleton, les marchés financiers et les différentes thématiques dont on parle d'émission en émission. Donc tout ça pour dire que on est dans l'ultra liquidité. On est dans l'ultra liquidité, dans les plans de relance des États, dans ce que font les banques centrales. Et ça impacte bien évidemment les marchés qui sont sur des plus hauts historiques. Et voilà, le cash ruisselle. Il ruisselle peut-être dans des classes d'actifs qu'on ne connaissait pas avant, comme les crypto-monnaies. Et il ruisselle aussi dans les introductions boursières. On peut quand même parler un petit peu d'euphorie à court terme quand on voit ce qui se passe sur les SPAC. La vitesse à laquelle les titres montent une fois que les projets sont validés. Donc c'est une bonne et une mauvaise chose. Voilà, ça vous montre qu'il y a des liquidités, ce qui légitime la hausse des marchés, le soutien inconditionnel des marchés, mais ça veut aussi dire qu'on est un peu dans l'euphorie à court terme. D'ailleurs, euphorie qui est en quelque sorte validée par ce graphique à droite qui montre les upgrades, donc les rehaussements de notation, d'anticipation des analystes pour les mois à venir. Et il se trouve que ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été aussi confiants. Et les analystes relèvent leurs objectifs de chiffre d'affaires, de bénéfices ou les target price sur de nombreuses actions. Donc là, on est un peu dans un doux rêve. Novembre, décembre, le Brexit, c'est bon. Les plans de soutien, c'est bon. Le Covid, les vaccins, c'est bon. La croissance, on espère que ça va être bon. On est dans un marché qui est désormais très confiant, voilà, qui est passé en l'espace de quelques mois d'un marché de peur, baissier, très volatile, à un marché haussier, peu volatile, soutenu, mais à la limite de l'euphorie. Et d'ailleurs, l'euphorie, c'est un mot qu'on utilisait le mois dernier pour dire attention, on est fortement monté sur toutes les classes d'actifs, très vite, très fort, donc attention quand même. Et au final, on avait plus ou moins raison d'en parler, puisque depuis un mois, le CAC n'a pas bougé. Au final, il a stabilisé, il a fait un trou d'air, il est remonté depuis une semaine, mais on est au même prix qu'il y a un mois.
2021, l'année des comos. Donc les comos, c'est les commodities, c'est les matières premières. Telle est la question. Si reprise économique, les matières premières pourraient continuer d'être soutenues. Sur ce graphique, vous voyez que le Bloomberg Commodities Index, qui rassemble un panier de matières premières, donc est baissier depuis le pic de 2008. Et vous pouvez voir que l'oblique qui passe par tous les plus hauts est en train d'être cassé. Donc ce qui laisse peut-être du potentiel de hausse sur les matières premières. C'est pour ça qu'on a le secteur des matériaux de base qui a été autant recherché ces dernières semaines. Vous avez peut-être vu ArcelorMittal s'envoler et Eramet s'envoler. Ça, c'est le secteur des matériaux de base qui profite donc du regain d'intérêt globalisé sur les matières premières. Matières premières qui profitent également de la baisse du dollar ces dernières semaines et de la reprise économique espérée, qu'il faudra donc valider. Le graphique de droite, c'est la production d'or en millions d'onces par an pour les 20 prochaines années, et vous voyez que la production d'or est attendue en nette baisse dans les années à venir, du moins pas dans les 5 ans qui viennent, mais par la suite. Et c'est ce qui légitimise, c'est ce qui justifie en quelque sorte que les cours de l'or soient aussi haussiers à très très long terme, parce que ne l'oublions pas, il y en aura de moins en moins de produits. Il y a un effet rareté. Et puis pour finir, dernier graphique dans ce top flop, c'est un top top avec deux graphiques de deux valeurs qu'on a adoré cette année, Nacon et Esker. Le graphique de gauche, je vous ai mis un petit commentaire et je marquais le trading use, l'investissement rapporte. Alors c'est pas que je veux dénigrer le trading, c'est tout simplement que par rapport à tous les investisseurs que je côtoie, avec qui je discute, etc., il faut bien distinguer une poignée de traders qui tradent tous les jours, qui sont sur Twitter ou sur des forums, qui discutent entre eux, qui tradent tous les jours, c'est un métier, et puis les investisseurs, les autres, qui n'ont pas le temps d'être sur Twitter, de regarder toutes les émissions, de scanner des dizaines de valeurs tous les soirs, de suivre toutes les news, c'est impossible. Donc, regardez les graphiques, regardez des sociétés, voir au quotidien des sociétés décalées de 20 ou 30%, parfois des petits dossiers liquides, donne envie de trader, donne envie de participer, donne envie d'aller parfois sur des petits dossiers liquides et donc de se retrouver parfois aussi coincé sur des achetés-loués, des sociétés dont les titres sont suspendus. C'est du trading, c'est sportif, on peut le faire avec des petites sommes, c'est rigolo, on peut le faire sur une petite partie de son portefeuille, mais c'est un métier et il y a un pourcentage de personnes qui gagnent en trading qui est très faible. Et sur les produits de bourse, les produits spéculatifs, les CFD, les futurs, etc., là c'est encore plus faible. Ceux qui tradent le CAC, le DAX, l'euro-dollar au quotidien en intraday, il y a 5% de gens qui gagnent, tout le reste est perdant. Par contre, il y a une catégorie là où l'investisseur, enfin où l'actionnaire français gagne sur le moyen et le long terme et le très long terme, c'est l'investissement. Plutôt que d'acheter Nacon à chaque cassure des plus hauts, de subir des replis, de ne pas savoir où mettre ses stops et puis de se faire des frayeurs, en trading, on fait de l'investissement. On choisit une valeur qu'on aime bien, un dossier de qualité avec des bons résultats, qui fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, puis on va prendre une position à un moment dessus avec un stop un minimum large, et on va se laisser porter le plus longtemps possible. Faites les comptes, regardez des valeurs dont on parlait en début d'année. Quand on parlait de NeoEn à 30 euros, quand on parlait de qui aujourd'hui est à plus de 50 euros, quand on parlait de Voltalia à 10 euros, aujourd'hui elle passe les 25 euros. On parlait de Esker à 80 euros, là elle vient de passer 180 euros. Donc, si on fait le bilan avec quelques-unes des belles valeurs qu'on a détectées au mois d'avril, mai ou juin après la crise du Covid, on aurait pu acheter ces titres-là, les garder pendant 6 mois et faire des performances de 30, 50, 80 ou 100% sur chacune de ces lignes parce que ce sont des dossiers haussiers de qualité plutôt que d'essayer d'aller de l'un à l'autre
de butiner, de rentrer, sortir, de mettre des stops courts, etc. Et c'est ce que je mets d'ailleurs dans ce deuxième graphique ici. Je mettais en titre Trend Following et Stop de protection. Dans l'émission précédente, j'ai parlé d'Esquerre, j'en ai parlé sur Twitter aussi. Je parlais de cette fameuse mèche qui est passée de 170 € à 150 € et sur laquelle certains d'entre vous sont sortis. Et j'insiste là-dessus, en 2021, prenez le dessus. Transformez vos faiblesses, ou du moins, on va dire, si ce n'est vos faiblesses, le côté complexe de certains dossiers, de certaines valeurs, en force. C'est-à-dire que l'analyse technique, c'est l'analyse du passé. Vous allez pouvoir constater que Esquerre est une valeur qui fait des mèches basses et des replis significatifs. Vous avez donc appris avec le temps ou avec l'analyse du dossier sur les quelques mois qui viennent de passer que c'est une valeur sur laquelle il faut se prémunir de trous d'air qui peuvent aller de 15 à 20%. Ce qui signifie qu'une fois qu'on a une entrée, on va garder un stop large et on va essayer de voir moyen terme. Donc il y a ceux qui se disent je me suis fait avoir, je vais arrêter de trader cette valeur ou je vais arrêter de mettre des stops. Puis il y a ceux qui se disent c'est encore un enseignement. Au final, Esquerre nous a montré à plusieurs reprises qu'elle ne fonctionnait pas avec des stops courts. Elle nous l'a dit, ça a été écrit sur le graphique et c'est comme si on n'avait pas voulu l'entendre en quelque sorte. Et puis c'est encore un exemple qui montre que sur certains dossiers, faire du moyen terme, c'est génial. Il y a des gens qui ont du Esquerre à 120 € depuis quelques mois et des stops à 0, à 120 ou à 125 ou à 135. Et eux, en fait, ils regardent même plus le graphique. Et puis, ils sont plutôt pendant les fêtes en train de profiter de manger de la dinde ou d'ouvrir des cadeaux en famille que de scotcher sur leur téléphone à se dire « Ah, il y a eu un trou d'air sur ma valeur, je me suis fait sortir, faut que je re-rentre, etc. » Donc, j'insiste là-dessus. En 2021, pour votre bien-être, en tous les cas en termes de statistiques, de probabilités, la majorité, je pense, des personnes qui m'écoutent ne sont pas des personnes qui ont 8 heures par jour à passer devant le PC. Devenez des investisseurs prudents, qualitatifs, sortez un peu du trading, des valeurs illiquides, des valeurs dangereuses, sortez de la bourse Paris et essayez de vous faire des portefeuilles diversifiés, de qualité, avec des actifs haussiers, avec des stops de protection, mais des stops qui prennent en compte les particularités des titres sur lesquels vous êtes. Voilà. Et on arrive à la fin de cette première partie d'émission, un peu plus d'une demi-heure, mais c'est parce que j'avais quelques messages à vous passer. Je vous montre la liste des actions que nous allons passer en revue dans la partie graphique. Le but de cette revue graphique, c'est aussi de vous montrer des exemples de tendances haussières, de tendances baissières, de signaux, de valeurs qui cassent leur plus haut, de spécialités en fait. Comme d'habitude, on parle du SRD, de certains titres pour leurs particularités ou de certains titres internationaux que l'on m'a soufflé. De valeurs trend following pour vous montrer la beauté du trend following, que ce soit sur des petites, des moyennes, des grosses valeurs. Ce sont les dossiers les plus recherchés, les plus haussiers, sur lesquels on a des signaux haussiers et des volumes. C'est les dossiers qui ont parmi les plus beaux gains de 2020 et c'est ce type de dossier que l'on cherche en 2021. Et puis je vous parlerai pour finir des biotech, sur lesquels il y a eu des belles histoires, sur lesquels il y a eu des grosses déceptions en 2020. Et quoi que je dise sur chacune de ces entreprises, je veux insister sur deux choses. C'est fait comme le trading pour les investisseurs spécialisés, c'est complexe, et si vous n'en faites que sur des dossiers haussiers et n'en faites que avec une petite partie de votre portefeuille. C'est-à-dire que pour moi, la poche crypto-monnaie par exemple d'un portefeuille, ça peut être la poche ultra spéculative, elle peut faire 2, 5, pourquoi pas 10% dans un portefeuille d'un investisseur actif, dynamique. La poche biotech c'est pareil, elle doit faire 10, 15% maximum. Mais sinon, 70% de votre portefeuille, ça doit être du dossier haussier de qualité à plus ou moins moyen, long terme. Allez, je vous remets un petit peu de musique, je me fais un café et on attaque cette deuxième partie d'émission.
Allez, on attaque cette deuxième partie d'émission. On passe sur la plateforme ProRealTime. Donc le 440 sur ses plus hauts pour finir l'année en beauté grâce à l'esprit des fêtes, grâce au Brexit, au plan de soutien, aux vaccinations contre le Covid. On va dire que 2020 c'était un peu l'année pour rien. Et le challenge D'ailleurs vous pouvez voir, hein, 2017 on l'a passé à plat, 2018 à plat, fin 2018 on se fait une frayeur, 2019 les banques centrales rentrent dans la place et donc nous envoient en zone d'euphorie à 6000 points. 2020, le cataclysme du Covid, le retour à la normale fin 2020, mais vous pouvez voir que en gros les bornes de fluctuation du 440 depuis maintenant 3 ans, c'est la zone 5000, 5007 quoi. C'est aussi pour ça que à 5007, 5008, enfin même au cours actuel, on arrive dans des zones hautes et là il va falloir que la macroéconomie prenne le relais et qu'il y ait des sacrés chiffres de reprise économique pour justifier que l'on monte plus haut. Et si on ne monte pas plus haut, mais qu'on opte plutôt pour des zones de latéralisation, c'est là aussi où les meilleurs dossiers de qualité, les plus haussiers, seront récompensés, et c'est là où le trend following prend tout son sens. Allez, on enchaîne avec notre liste du jour. On commence avec Alibaba. Pourquoi parler de Alibaba ? Tout simplement parce que même si c'est un dossier haussier de long terme, il y a un hic. Alors, qu'est-ce qu'un hic sur une action ? Ici, c'est un problème avec le gouvernement. Sur le dossier Solution 30 dont je vous parlerai plus tard, ce sont des rumeurs au niveau des comptes de la société. Et tout ça pour dire que ce soit des rumeurs sur les comptes, que ce soit le gouvernement, que ce soit des histoires d'amendes ou de lois antitrust, toutes choses comme ça, quand il y a quelque chose de au-dessus de la société, au-dessus des conditions de marché qui vient impacter les cours, eh bien, j'ai tendance à dire qu'il faut laisser la poussière retomber, qu'il faut laisser du temps passer. Ça crée de l'indécision, ça crée de l'incertitude et donc ça pèse énormément sur les cours. C'est comme ça qu'Alibaba a perdu 30% de sa valeur ces dernières semaines et qu'au final, vous voyez, elle était posée ici sur un support, elle l'a cassé et elle est allée un étage dessous. On pourrait dire, oui, que ça redevient intéressant puisqu'il y avait des gaps qui avaient été laissés ouverts ici à 215, 225 $, que l'on vient justement de fermer avec la chute récente des cours. On vient de venir combler ces espaces et on vient de se rapprocher de zones historiques long terme de soutien autour des 200 $. C'est un fait. Mais il y a toujours de l'incertitude, il y a toujours les autorités chinoises qui pèsent sur la société, donc c'est difficile. C'est du trading de conviction dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous pensez que le bras de fer entre Jack Ma et le gouvernement chinois va bien se passer et que au final le trend dossier va réussir à prendre le dessus, auquel cas, oui, les zones de prix actuelles sont attractives. Mais me concernant, sachant qu'elle est baissière, qu'elle vient de subir un choc et que à tout moment une annonce peut tomber et peut lui faire gagner ou perdre 10 ou 15%, eh bien, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche de la quiétude, de la tranquillité, des signaux haussiers. Je recherche pas des risques, des gaps baissiers, des news qui peuvent tomber à tout moment. Je m'en écarte, en fait. Mon côté prudent moyen terme, qui ne veut pas de pari, a tendance donc à délaisser ce genre de configuration. Biocartis, valeur belge. Alors là, c'était vraiment pour l'exemple de la valeur qui ne fait rien. Et donc sur laquelle il n'y a pour le moment rien à faire. Elle est dans une zone latérale ici très serrée, entre 4,30 et 5,10 €. Alors par contre, j'adore ce type de range parce que on a une tendance baissière de fond, on a fait un double creux assez intéressant, on est coincé dans un range de court terme, et si, et seulement si, on vient à s'échapper de ce range, le casser avec des volumes, de la volatilité, là ça peut être un signal fort.
Ça me fait penser un petit peu à EOS Imagine, vous voyez, qui était baissière à long terme, qui avait subi des chocs baissiers, qui avait réalisé des creux sur un seuil clé et qui derrière est reparti violemment, et c'est la cassure du range qui donne le là. Bah là c'est un peu pareil sur Biocartis, forte baisse moyen long terme, une zone de prix qui a été trouvée, la création d'une zone de range. Donc cette action ne va m'intéresser que si elle casse les 5,10 €. Donc je mets une alerte à 4,90 € ou 5 €. Et si ça casse, là, ça m'intéresse. Après, il y a toujours des personnes qui vont anticiper la chose, qui vont noter qu'on vient de toucher le bas d'un range à 4,4 et qui se disent, bah moi je vais en acheter un peu à 4,67 maintenant. Comme ça, quand on sera à 5 €, j'aurai pratiquement 10% de gain et je pourrai renforcer ma ligne tranquillement sur cassure des 5,10 € et j'aurai une bonne position avec un bon prix de revient. Voilà. C'est de l'investissement un peu plus agressif. Vous anticipez en quelque sorte les bonnes choses. Et vous vous servez ici de la tenue des supports, de la création d'un range et vous payez pas loin du bas de range, du fait qu'on est en train de repasser progressivement MM200 et que la MM200 est en train de passer de baissière à neutre. Et ce sont vos pré-signaux d'entrée. Et ensuite, pour les investisseurs, pour les gens normaux, pour ceux qui ne veulent pas trader des ranges mais attendent uniquement des beaux signaux haussiers de qualité, eh bien cela rentre sur la cassure éventuelle des 5,10 €. J'ai pas dit qu'elle aurait lieu, j'ai dit que si elle avait lieu, elle serait intéressante. Casino, donc là, secteur grande distribution, baissier à long terme, dossier baissier à moyen terme. Seul point positif, le fait qu'on arrête de baisser. Là, on fait face à une zone de résistance claire, la zone des 25,50, 25,80. Donc ici, c'est très simple, hein. Si les marchés tiennent bon, si le CAC monte vers 5700, 5800 points, il se pourrait que les acheteurs se focalisent sur des titres qui sont encore relativement bas, entre guillemets, sur lesquels on peut jouer des cassures franches. Je note par contre, vous voyez ici par le passé qu'elle était coincée sous une zone de résistance et qu'ici elle a fait une cassure non franche, c'était un piège. Donc voilà, si vous êtes déjà dedans, vous avez déjà pris position, vous espérez qu'on casse les 25,80 pour pouvoir viser un cran au-dessus vers 29 €, pour pouvoir relever vos stops de protection. Si vous n'en avez pas, c'est pas forcément le genre d'action que l'on recherche. Ça peut être une action que les traders tentent sur 25,80 en cas de cassure, mais toujours à l'esprit que parfois elle fait des pièges. Ensuite, Calray. Calray, c'est un exemple de Green Line Strategy. Je vous en ai parlé déjà dans toutes les émissions précédentes. Donc le Green Line Breakout, vous allez sur Google, vous tapez Green Line Breakout, vous allez trouver un article qui vous montre plein d'exemples. Ce sont des valeurs qui vont être cotées en bourse, qui vont fluctuer parfois pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, qui vont bloquer sous leur plus haut annuel, historique et parfois cours d'introduction réunis. Et lorsqu'on passe cette zone de prix là, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit et que il y a la naissance d'un mouvement haussier parfois qui peut être très long, qui peut durer des mois, des années, des dizaines d'années. Donc ici, Calray, c'est un exemple, une valeur qui a été introduite en 2018, qui a passé 2 ans à plat et qui là, en 2020, sort par le haut. On casse les 22 €, les plus hauts de début d'année, puis le plus haut annuel et historique. Et ça, ce sont des signaux forts avec derrière une continuation de la hausse. Vous voyez ici sur cassure des 22,40 €, derrière il y a 20% à prendre. Et ces 20% en fait permettent de garder un stop loin et de se dire on verra dans plusieurs mois, est-ce qu'on sera à 30, est-ce qu'on sera à 24, est-ce qu'on sera à 40. En tous les cas, quand on arrive à avoir une belle entrée comme ça peut donner des idées de trend following à moyen long terme et de vraiment laisser courir. Je vous en ai montré plusieurs, des configurations de la sorte sur le marché français, il y en a.
Bio UV Group en fait partie. Action qui avait été cotée pareil en 2018, qui a passé 1 an et demi à plat. Et puis à un moment donné, les cours s'agitent, les cours cassent les plus hauts annuels, puis des volumes arrivent et on casse les plus hauts annuels et historiques avec des volumes, et c'est la naissance de quelque chose. Donc voilà, Bio-UV, c'est comme ça qu'il y a eu la naissance de quelque chose à moyen long terme. Il y a eu une forte impulsion, une consolidation qui a duré longtemps. La moyenne mobile à 200 périodes, elle met du temps à se décoller et à prendre une pente haussière. Et c'est ainsi qu'une tendance moyen-long terme naît progressivement. Autre exemple, on a eu Nekon, bien évidemment, qui avait coté donc en mars 2020, qui s'est cherché pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis qui a cassé son plus haut annuel historique et son cours d'introduction, et qui ensuite est rentré dans une belle phase haussière. Donc ça, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, ma configuration préférée. Maison du Monde. Maison du Monde, si on en parle, c'est parce que il y a un mois à peu près, on m'avait posé la question. On était vers 14,80 €, 15 €, et je vous disais, je n'y vois rien. Je n'arrive pas à lire le graphique, je ne la trouve pas très claire. Ici, on casse un niveau horizontal, mais ça passe pas, puis on le passe. Mais derrière, il y a une oblique qui passe par les plus hauts. Alors on la passe un jour, on revient dessous, on revient dessus, on revient dessous, puis ça passe finalement pas. Donc ça, en fait, j'aime pas. Voilà. Donc là, quels que soient les fondamentaux, la tendance est baissière à long terme. À moyen terme, on a fait un beau rattrapage de 5 à 15 €, mais à court terme, c'est devenu un gruyère, donc ça m'intéresse moins. Robertet, on en a parlé récemment parce que les cours étaient en train de casser une zone de prix ici à 880 € et j'espérais qu'on aille bien plus bas, que suite à la cassure des 880, on puisse revenir vers 800, voire 750, pour pouvoir avoir une entrée optimum, pour pouvoir rentrer sur ce rouleau compresseur haussier qui monte depuis 10 ans. Et je me disais, ben voilà, si on casse 880, on peut aller vers 750, on pourra donc avoir un super point d'entrée à ce moment-là. Sauf que Robertet, alors c'était peut-être pas un doigt d'honneur, mais c'était en tous les cas une réaction épidermique pour dire non, j'ai pas envie de baisser, j'irai pas plus bas. Robertet s'est nettement redressé et a regagné ce seuil des 880 €, qui est redevenu support. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous allez sur la fiche valeur de Robertet sur le site Zone Bourse, on va y aller, hop. Donc je le rappelle, sur le site Zone Bourse, vous allez sur une action, vous avez la page synthèse, et sur certaines actions, j'ai rédigé des analyses, comme ici sur Robertet, où vous pouvez aller sur la partie Trading Action, vous cliquez sur ce point-là, et là vous avez la stratégie. Cours d'entrée 880 €, objectif 1025 €, stop 825 €. Donc en gros, la stratégie, c'est de dire l'action est repassée au-dessus des 880 € qui font support, donc je mets un achat à 880. Ma stratégie n'a pas été déclenchée puisqu'il y a 3 jours, on a fait 881. Donc voilà, ça arrive. Peut-être que je ne serai pas exécuté, peut-être que je le serai. Donc, cours d'achat sur le support avec un stop sous le précédent plus bas et un objectif sur les plus hauts annuels. C'est aussi pour que vous compreniez comment on crée une stratégie. La stratégie, c'est de dire, bon, bah, mon plan A a été invalidé, elle n'a pas voulu baisser plus. Ça montre que le titre est bel et bien recherché à moyen long terme, et ça valide donc l'idée de fond selon laquelle je veux en être. Parce que l'idée de départ, quand j'ai vu les 880 cassés et qu'elle pouvait aller plus bas, c'était de me dire, j'adore Robertet, j'adore cette boîte familiale spécialisée dans les parfums qui fait un superbe parcours ces dernières années, j'aimerais pouvoir en acheter. Donc vous voyez, l'idée de base, c'était ça. Donc en fait, j'aurais voulu en avoir plus bas, elle veut pas aller plus bas. Bon bah c'est pas grave, c'est comme ça. Mais au moins le fait qu'elle remonte, qu'elle vienne tenir ce support, valide, confirme l'intérêt du marché pour la valeur, et donc confirme que mon analyse première, la raison qui fait que j'ai regardé son graphique, c'est que c'est une bonne boîte. Donc maintenant que je sais que c'est une bonne boîte, maintenant que je sais qu'elle tient son support,
J'essaye de définir une entrée sur support qui me permettra une bonne entrée avec un bon stop, avec un objectif lointain et donc un ratio risque-gain optimum. Si la valeur vient chercher mon point d'entrée, c'est cool. Si elle n'y vient pas, c'est pas grave, je passe à une autre. Solution 30. Donc solution 30, c'est comme Alibaba, je sais, certains vont vont faire des bonds sur leur chaise. Comparer Solution 30 et Alibaba, c'est en fait simplement comparer deux valeurs sur lesquelles il y a eu des chocs baissiers, des gaps baissiers forts avec des volumes sortants forts, parce qu'il y a de l'incertitude. L'incertitude, elle peut être engendrée par un risque d'augmentation de capital, des rumeurs sur les comptes, une loi antitrust, un gouvernement qui fait barrage, peu importe. C'est de l'incertitude, donc ça crée un choc de marché, et il y a des opérateurs qui préfèrent sortir pour ne pas en être. Alors, j'ai plein de gens qui me disent oui, mais à ce prix, Solution 30, c'est pas cher, si ça remonte, tadadi, dada. J'ai envie de vous dire oui, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que l'incertitude est levée sur Solution 30, elle pourrait remonter, oui. Mais, et c'est un gros mais, c'est la 3e fois qu'il y a des rumeurs sur Solution 30. Alors ça ne veut pas dire que parce que ça fait 3 fois, il y a de plus grandes chances qu'il y ait vraiment quelque chose qui se confirme et que les comptes de la société aient été falsifiés ou autre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ça a eu lieu 3 fois, ça peut avoir lieu 4 fois. Ça veut dire que de nouveau la valeur peut être suspendue, de nouveau la valeur peut perdre 20%. Alors oui, si tout va bien, elle peut les gagner. Mais si tout va mal et qu'elle est suspendue, elle peut les perdre. Et si vous voulez, c'est ce côté binaire, incertain, qui fait que je ne veux pas en être. On n'est pas là en bourse pour faire des devinettes. On n'est pas là pour faire des paris binaires. Si ça marche bien, je gagne 30%. Si ça marche pas, je me fais éclater. Il y a des sociétés qui ont des soucis comme ça récurrents et sur lesquels un jour il y a un gros souci. Ça a été le cas sur Wirecard. Pendant des mois, il y a eu des questionnements concernant les comptes. Puis à un moment, le titre a perdu 99% de sa valeur. Je dis pas que ça va se passer comme ça sur Solution 30. Mais c'est le risque auquel on s'expose. Un trade, c'est je risque 10% pour espérer gagner 30, 40 ou 50%. Si je risque 50 ou 100%, c'est que j'espère gagner 200, 300, 500%. Donc dans ces cas-là, je suis plus sur du loto ou du pari ou de l'ultra spéculatif. Autant aller trader une small caps illiquide ou bien une crypto. Voilà, pas besoin d'aller sur Solution 30 pour vibrer et avoir un coup de poker binaire. Ou sinon, je peux aller au PMU ou bien encore au casino et puis mettre tout sur le noir. Quand on fait un investissement, quand on a un portefeuille équilibré, on veut des dossiers haussiers de qualité sur lesquels on n'a pas de risque, sur lesquels on ne fait pas de paris. Donc, c'est le genre de titre que je ne regarde pas ou plus pendant un certain temps. Donc certains auront peut-être raison, je l'espère pour eux, que tout ira bien, que Solution 30 remontera de 20%. Mais quand on a 5 ans, puis 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans d'expérience boursière, en fait, au bout d'un moment, on veut ne plus se confronter à ce genre de risque majeur. Une fois qu'on a été sur une valeur où il y a eu une rumeur et où on s'est pris moins 50, une fois où on a été une valeur sur une valeur qui a été suspendue et puis qui n'a jamais recoté, sur une valeur illiquide où on s'est pris un gap baissier, sur une biotech où on s'est pris à moins 80%, une fois qu'on s'est pris tout ça dans la tronche, on apprend et on comprend de ses erreurs. J'ai passé mon année à vous parler de tous ces pièges-là parce que je sais qu'il n'y a jamais eu autant de débutants en bourse et que ces personnes-là n'ont encore jamais vécu ça. N'ont encore jamais pris un moins 70% sur une valeur comme Genfit ou n'ont jamais vécu comme un titre sur Solution 30, moins 60% en 3 jours sur une rumeur, fondée ou pas fondée. Là n'est pas la question, il y a rumeur, donc il y a risque. Donc j'essaye juste de vous éviter toutes ces choses-là, en vous montrant des valeurs baissières, des valeurs accidentées, sous pression ou neutres qui ne m'intéressent pas, et en vous montrant toutes les valeurs qui sont un peu plus intéressantes, solides et qui montent. Donc on a vu pas mal d'exemples là depuis le début sur ce qui est moyen.
XFAB pour terminer cette première série est au SRD. Là c'est plutôt un exemple pour vous montrer une sortie de range. On était dans un beau range. On a fait une sortie, signaux haussiers avec volume et volatilité. Et derrière on a pris 20%. Je trouve ça très propre en fait ce qu'a fait la valeur parce que on est pile poil venu chercher les 5 euros, seuil psychologique, mais aussi zone de gap qui avait été laissée ouverte ici en février. Donc en gros, en février, naissance d'une tendance baissière, gap baissier qui est le début de l'accélération baissière. Ensuite, on fait un range, puis hop, on sort par le haut et on entame une phase de hausse qui s'arrête pile poil sur ce gap. Vous voyez, en bourse, ce qui nous intéresse, c'est de prendre une partie des vagues. On ne peut pas toutes les prendre. Ici, on a une partie de vague baissière qui est prenable. Ici, on a un range. Ici, on a une partie de vague haussière qui est prenable. On ne peut pas tout prendre. On cherche des vagues. Et là, on est sous les 5 euros. Et pour ceux qui ont tenu avec des stops larges sous 4,35, le but, c'est de voir les 5 euros passer et de viser les 6 euros. Par contre, si ici on a la formation d'un triple top et qu'on recasse la MM20, certains pourraient aussi se poser la question d'alléger un peu la ligne au cas où on reste dans un range un certain temps, au cas où on revienne vers les 4,38, 4,40. Donc ça c'était pour la première partie, SRD international. Maintenant je vais vous montrer des actions qui sont haussières à court, moyen, long terme que j'ai rangées dans la catégorie trend following et qui sont en gros les actions que je préfère. Alors ça ne veut pas dire que ces actions-là, il faut les acheter là tout de suite maintenant. Il y en a pas mal qui sont des exemples a posteriori, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'il existe comme autre valeur que les biotech et les valeurs illiquides. C'est des petites ou des moyennes valeurs, si vous voulez, dont pas grand monde parle. Mais qui sont quand même sur des sociétés sur lesquelles il y a eu des beaux parcours à un moment. Atem, ici, par exemple, est passé à un moment... alors c'est rigolo parce qu'elle a fait une sorte de green line breakout. Elle était bloquée sous une zone de prix pendant très longtemps. Et puis d'un coup, ici, en 2016, envolée des prix et on est multiplié par 5. Et ensuite, elle met des années, en fait, à consolider cette hausse ici. Et maintenant, elle est peut-être dans une hausse plus construite, plus mûre, plus moyen terme. Et donc voilà, on avait un beau range ici sur Atem, et ensuite on est sorti de ce range, on a la naissance d'une dynamique haussière de moyen terme. C'est un titre qui est beaucoup plus calme que d'autres, mais sur lequel voilà, on va apprécier le fait de se laisser porter à moyen terme. Là, on est dans une zone de range, avec à chaque fois donc la possibilité d'entrer sur le bas d'un range conjugué à une tendance haussière ou à rentrer sur la cassure du haut d'un range pour viser les résistances suivantes. Sur le trend following, on essaye soit de rentrer sur repli, soit en redémarrage, soit sur cassure des plus hauts. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les vidéos que j'avais faites sur le trend following, débuté en bourse, etc., ont disparu de YouTube. Mais j'ai vu que beaucoup de gens se les partageaient sur Twitter. Donc pour ceux qui les cherchaient, peut-être que vous pourrez les retrouver sur Twitter. Et je vais refaire certaines de ces vidéos. Les vidéos débutées en bourse, les vidéos trend following, les vidéos sur les stocks de protection. Je vais refaire ça en 2021, que vous puissiez avoir plus d'exemples concrets, de bases de vidéos pour mieux démarrer. Dans la vidéo trend following, on apprend que pour pouvoir rentrer sur une valeur haussière, on peut rentrer à la naissance d'un trend sur la cassure d'un range. On peut rentrer sur, après une cassure, sur un pullback, sur un redémarrage haussier, sur une cassure de plus haut. Il y a au moins 4 ou 5 ou 6 moyens de rentrer à la naissance dans le développement ou dans l'accélération d'une dynamique haussière de moyen terme. Axway Software, donc c'est l'exemple d'une belle tendance haussière naissante court moyen terme. On a eu un signal très fort, donc ici en février. Elle a à peine branché pendant le Covid. Pullback sur MM200 d'ailleurs et clôture de gap. Franchement,
Ça, c'est des signaux. Ça a beau être une valeur qui est pas très liquide, qui a décalé à un moment donné. Regardez, ici, on a un gap haussier avec un volume historique. Derrière, il y a le Covid qui pèse. La valeur en profite pour revenir combler son gap haussier. Et en venant combler son gap haussier, elle frôle les mêmes 200, puis elle démarre. Donc là, on a pu rentrer sur comblement de gap, ou ici sur redémarrage haussier, ou ici sur cassure de plus haut, ou ici sur pullback, ou ici sur redémarrage, ou ici sur cassure de plus haut. Et donc vous voyez, même si on n'arrive pas au début de l'aventure, on peut rentrer à différents stades de l'aventure. Le but ensuite, c'est d'identifier que cette valeur est bel et bien haussière, de voir qu'elle a un rythme de progression, et pour ceux qui n'en ont pas, d'espérer un repli avant la continuation du mouvement. Donc voilà, ça c'est le genre de valeur dont personne ne parle, mais qui est haussière, qui est de qualité et qui est potentiellement à acheter sur repli. Carbios, ça fait partie des valeurs trend following qu'on a adoré avec McPhee, Median Technology en 2020. Elle est toujours soutenue. La seule chose que je voulais vous dire ici, c'est voilà, propreté du graphique. Vous avez ici une zone de soutien à 38 € qui correspond aux anciens plus hauts du mois de juillet. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, on peut redémarrer vers les plus hauts. Si on casse cette zone de prix, il faudra lever le pied et peut-être lui laisser du temps. Puisque, regardez ici, en juillet, elle a fait une accélération pendant un mois et elle a mis 3 mois à le digérer. Donc ici, de la même manière, elle pourrait mettre un peu de temps à digérer son accélération précédente. Faut pas trop en demander trop vite, mais en tous les cas, voilà, la propreté du graphique permet d'avoir un stop sous les 38 € et de suivre la valeur. Equinox, c'est une des valeurs dont on a aussi parlé cette année, en trend following, mais avec son rythme. Vous voyez, chaque valeur a son rythme, a ses façons de faire. Nekon dans son canal haussier, Esker avec ses mèches, et Equinox, elle, c'est une avancée en crabe. 4 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et ainsi de suite. Et elle a une deuxième habitude qui est de se coincer sous des obliques, puis une fois l'oblique passé, de prendre 10%. Et donc de la même manière où on a suivi la cassure des obliques les dernières fois, bah là on peut suivre la cassure, une nouvelle accélération au-dessus des 6,90 € qui pourrait permettre peut-être une nouvelle vague haussière. On a un dossier ici qui depuis 2 ans est haussier à court, à moyen, à long terme, au-dessus des mêmes 200. Sur lequel on peut rentrer d'une autre manière aussi, c'est en cas de pullback sur MM200. Elle avait fait un pullback sur MM200 ici, là, ici, là. Donc, il y a, si vous voulez, le nouveau qui n'a pas suivi la valeur, qui ne connaît pas son rythme, qui ne l'a pas vu, qui va par exemple ici acheter la cassure des 6,30 et puis ça n'accélère pas derrière, et puis il y a un gap baissier, puis il se fait avoir parce qu'il avait mis un stop court, etc. Avec l'expérience, celui qui prend l'habitude de trader Equinox, eh bien, va constater qu'elle est capricieuse, va constater qu'elle fait des longues mèches basses vers MM200, et plutôt que d'être une victime, de se dire « Oh non, le marché il n'est pas gentil, oh non, mettre des stops de protection ça marche pas, oh non, machin », de se dire qu'il va profiter de ces pullbacks vers MM200 pour rentrer. Ou au moins, en constatant qu'à chaque fois on réagit plus ou moins autour de MM200, de se dire si je rentre sur support, je dois avoir un stop large sous MM200, sous les derniers creux. Donc j'ai pas dit que c'était simple, mais au début, le débutant, donc il va pas rentrer sur MM200, il va pas rentrer sur cassure de l'oblique, il va rentrer sur accélération haussière avec un stop trop court, il va se faire avoir, etc. L'investisseur avisé, qui a suivi des émissions pendant un an, qui a vu des exemples à répétition et qui essaye de comprendre et de tirer profit de partie de son analyse graphique, justement, de la spécificité de chaque titre, eh bien, il va rentrer sur les replis, profiter pour avoir un stop court et une entrée optimisée aux petits oignons. Et sur les cassures d'obliques, eh bien, à la limite, il fera un renfort
pour jouer un trade de court terme, mais les achats de moyen long terme seront faits sur l'AMM200. McPhee, pourquoi est-ce que je vous ai montré McPhee pour vous parler de valeurs qui sont les meilleures valeurs et sur lesquelles parfois il faut ajuster un peu le tir. Je m'explique. Les valeurs les plus haussières, les plus recherchées, sont les valeurs aussi qui vont le moins se replier. Les trois valeurs dont je vais vous parler, là, McPhee, NeoN et The Blockchain Group, sont toutes les trois pareilles. C'est-à-dire que c'est trois valeurs sur lesquelles le courant acheteur est tellement fort que les replis sont parfois un peu plus courts que ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et dès que ça va bien sur les marchés, c'est les premières valeurs qui redémarrent puisque c'est celles qui intéressent le plus les opérateurs. McPhee, ça a été une des stars de 2020. Je l'ai suivi à 20 euros, je l'ai suivi sur cassure des 27 euros, je visais 32, 35, on a fait mes objectifs. Donc derrière, je vous avais expliqué que j'attendais un retour de McPhee sur un support. Et on avait défini ensemble la zone ici des anciens plus hauts de septembre et d'octobre à 27 euros, 27,50 euros comme une entrée optimum pour re-rentrer à l'achat sur ce titre sur repli. Mon alerte était à 28,55, elle a fait 28,57 ou 28,60, un truc comme ça. Et elle est repartie, sans moi et sans certains d'entre vous peut-être. Alors, deux choses ici. La première, c'est que c'est pas la fin du monde. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y en aura où vous aurez votre point d'entrée parfait et il y a des valeurs où vous aurez votre point d'entrée à 10 centimes près et vous serez rentré sur le plus bas et c'est génial. Là, c'est pas le cas. Et ben, c'est pas grave, on passe à la suivante. Point à la ligne. La deuxième bonne nouvelle aussi, la deuxième chose, c'est que vous aviez raison et vous allez donc vers les bonnes sociétés, vers les bonnes actions. C'est juste que, voilà, cette fois-ci, ce n'est pas passé. L'autre chose aussi, c'est de se dire que parfois, on peut se forcer, du coup, à rentrer. C'est-à-dire que quand on voit ici le petit chandelier du lundi 21 décembre avec cette belle mèche basse à proximité des anciens plus hauts de 28 euros, on a fait 28,50. On fait un marteau, donc un chandelier de retournement haussier potentiel avec des volumes en plus qui étaient plus importants que les séances précédentes. Le lendemain, on a encore des gros volumes et le surlendemain, on a une confirmation. Et ben voilà, quand on cherche à rentrer sur ce dossier-là plutôt qu'un autre et qu'on voit que ça tient et qu'on voit que ça relance, on peut aussi se forcer à rentrer dans la relance et à reprendre position. Pour pouvoir être dedans si le marché continue. Et puis dernière info, c'est de dire que si on n'est pas rentré, c'est pas grave, on l'a pas eu. Mais que c'est pas pour autant que si on n'est pas rentré dans la relance, il faut rentrer maintenant à n'importe quel prix. On sait jamais, parfois le marché donc peut consolider pendant 2-3 mois. Il n'est pas inconcevable que McPhee consolide aussi pendant quelques mois. Et que, sait-on jamais, elle revienne de nouveau sur sa zone de soutien. Donc, j'attendais un prix, je ne l'ai pas eu, je suis quand même satisfait de voir que c'est une valeur de qualité, que je l'avais bien décelée, que j'en ai bien profité par le passé et que cette fois je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Pour ceux qui sont un peu plus actifs et qui veulent vraiment cette valeur plutôt qu'une autre, notez que vous aviez donc la possibilité quand même d'avoir des signaux techniques qui vous mettaient la puce à l'oreille. Et enfin, pour finir, pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, on patiente. NeoN, c'est la même chose. Là, c'est un peu un regret de ma part, une erreur de ma part. Et ça montre bien que voilà, tout le monde fait des erreurs, traders, analystes, investisseurs. Et ça montre aussi à quel point le trend following n'est pas si simple que ça. Alors oui, je vous dis toujours, faut acheter ce qui monte, faut acheter ce qui casse, faut acheter ce qui donne des signaux. Pour autant, j'ai attendu pendant des semaines que NeoN revienne vers 42 euros. Elle est revenue à 45 et puis elle est partie sans moi. Elle est partie sans moi alors qu'à moyen long terme, je suis ultra haussier sur NeoN, c'est ma valeur verte française préférée. Je ne serais pas étonné d'une OPA dans les années qui viennent et je ne serais pas étonné qu'un jour NeoN cote 100 euros. Et avec ce qui vient de se passer, elle prouve qu'elle est la valeur la plus recherchée du secteur. Elle a montré qu'ici on est sorti d'un biseau par le haut.
Elle est même sortie du canal haussier que j'avais tracé par le haut. Donc, donc voilà, ça montre que c'est une sublime valeur, que c'est peut-être la meilleure de son secteur, que ceux qui en ont, eh bien, ont raison de le faire. Bravo à eux. Et puis ça montre que parfois, bah, on n'en a pas, mais on veut un repli. Mais si le marché veut pas donner le repli, bah c'est pas grave. Et si le marché décide de donner un nouveau signal haussier comme ici, bah on peut y aller, on peut se forcer à rentrer avec un stop à 5%. Et puis bah en fait, dans la foulée, elle prend 20%, et puis on se retrouve avec un cours d'achat à 50 euros, avec un stop à 50 euros, avec un gain de 20%, et en fait on est peinard. Celui qui a osé se forcer à acheter à 50 parce qu'elle ne voulait pas se replier, aujourd'hui gagne 20% et se dit bah maintenant je peux la laisser courir. Donc voilà, c'est pour vous montrer, hein, tout le monde a des limites, il y a des valeurs qu'on détecte qui sont les meilleures, et sur les meilleures parfois, comme McPhee, comme NeoM, bah faut se forcer à rentrer. Et s'il n'y a pas repli, mais qu'il y a cassure, et ben on rentre sur cassure. Dernier exemple, et c'est la même chose ici, sur The Blockchain Group. Donc là, on est vraiment dans une recovery potentielle sur une small cap, qui est en plus dans le secteur blockchain. On entend beaucoup parler des cryptos en ce moment, donc c'est porteur. Et puis la société a signé pas mal de contrats. C'était, et c'est toujours, une de mes valeurs préférées pour 2021. Il y a un mois à peu près, je vous avais fait une émission où j'avais présenté une shortlist avec toutes mes valeurs préférées pour 2021. The Blockchain Group était dedans. On a parlé pendant longtemps de la zone d'achat ici, 0,80, 0,90, et de la surveillance d'un point d'entrée à 1 euro, 1,10 €. La valeur s'est envolée à 1,50. J'espérais pour les retardataires un retour à 1,10. Elle s'est arrêtée à 1,25, puis elle est repartie à 2 euros. 2 euros était mon objectif de moyen terme. Quand elle était à 1, je visais 2, c'était déjà pas mal. Donc quand elle a atteint 2 euros, j'ai invité à prendre des bénéfices parce que j'envisageais une consolidation. Elle est revenue à 1,55, c'est 1,58, donc elle a perdu 20%. J'espérais pour les retardataires qu'elle revienne à 1,30, mais non, trop forte, trop puissante, trop soutenue. Et ça repart. Donc bah, encore une fois, ceux qui font du trend following, qui sont rentrés à 1 euro ou 1,30 € ou sur la cassure des 1,60 ou même dans la relance haussière à 1,70, bah, ils sont à l'achat, ils sont en gain de 20, 30, 40, 50, 70%. Maintenant, ils sont peinards, ils peuvent se laisser porter et tenir la position à moyen long terme avec des stops larges. Mais celui qui n'a pas osé passer le pas, rentrer sur une cassure quelle qu'elle soit, eh bien n'en a pas. Voilà. Donc, en plus, c'est super compliqué pour moi parce que je pourrais tout bêtement dire, voilà, je vous en ai parlé à 0,80, ceux qui en ont c'est bien, vous avez rentré soit ici, soit là, soit là, soit là, on en a parlé plein de fois, je suis haussier dessus, donc c'est bien, gardez-les. Et puis parfois, à 2 euros, je publie un graphe et je dis, à court terme, on va baisser. Du coup, il y a tous les moyens thermiques qui sont là. Oui, mais non, Nicolas, c'est haussier, il y a des bonnes news, il y a des contrats, faut garder, nanana. Et je dis, mais oui, je suis d'accord avec vous, elle est dans ma shortlist 2021. Donc, si on a bien un qui est haussier depuis 0,80 et qui dit que c'est sa valeur, une de ses valeurs préférées pour 2021, c'est moi. Donc foncièrement, à moyen long terme, je suis haussier. Simplement, quand à court terme, à 2 euros, je dis attention, ça peut baisser. Pourquoi je dis ça? Ben, je dis ça pour deux choses, deux raisons. La première, c'est pour ceux qui sont rentrés à 1,60 dans la hausse sur cassure, qui gagnent 20% rapidement et qui pourraient se retrouver à zéro. Et c'est souvent ce qui se passe. Sur ceux qui rentrent dans les 20 derniers pourcents, qui gagnent vite 20%, bah derrière ils se retrouvent en perte ou à zéro. Donc c'est de prévenir ces gens-là pour dire, à court terme on pourrait baisser, donc les gars faites gaffe, prenez des bénéfices. Et puis l'autre espoir que j'ai quand ça baisse et que ça consolide, c'est que ça consolide vers des supports, que ceux qui voulaient rentrer sur repli significatif puissent eux aussi rentrer, eux aussi participer et eux aussi gagner avec les autres. Donc ne voyez pas d'un mauvais œil certains tweets ou commentaires de ma part quand je dis qu'une valeur à court terme a atteint une résistance, qu'elle peut se calmer. Ce n'est fait que pour les débutants, que pour les court-termistes qui sont rentrés tardivement, qui ne savent pas prendre des gains, qui ne savent pas
euh, encaisser un plus 20% fait en 48 heures et qui se retrouve parfois en perte 48 heures après. Et ne confondez pas, ou c'est peut-être moi aussi qui dois améliorer ma communication dans mes tweets avec des sigles, court terme, moyen terme, long terme. C'est pas parce que j'ai dit à 2 euros qu'on avait atteint un objectif court terme sur The Blockchain et qu'elle pouvait consolider que mon avis de moyen long terme, lui, a changé. Ça reste une des valeurs qui me plaît le plus pour 2021. D'ailleurs, valeur suivante, encore une de mes valeurs préférées pour 2021. Toutes les valeurs que je vous ai données pour mes valeurs préférées de 2021, je crois que là on est à 8 ou 9 ou 10 valeurs sur 10 qui sont en hausse, toutes entre 10, 20, 30, voire 50%. On a parlé de NeoN avant qui était dedans, The Blockchain Group qui était dedans, Wallix était dedans aussi. Donc Wallix ici, comment vous dire, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur une valeur comme Atem. C'est-à-dire, c'est un dossier qui à un moment change de dimension, le marché en prend note, et puis on va parfois consolider pendant 1 an, 2 ans, avant qu'une nouvelle dynamique naisse. Là, j'ai l'impression que sur un titre comme Wallix, c'est comme Atem. Il y a 2 ans, en 2017, on a eu une forte tendance haussière. Puis la société a fait une augmentation de capital, la croissance s'est calmée. Donc le marché prend note d'un changement de dimension de la société, mais attention, d'un coup, la croissance retombe et elle fait une augmentation de capital. Le marché digère cette information et derrière, là, on a la renaissance d'un trend haussier. Donc, de nouveau, des espoirs du marché que la société soit, sur un secteur attractif qui est la cybersécurité, que donc l'augmentation de capital a été faite et les comptes sont solidifiés, et 3, la croissance pourrait reprendre et donc on pourrait repartir sur un trend comme par le passé. Donc, c'est ce type de valeur-là qui m'intéresse beaucoup en ce moment. On a vu des exemples sur Atem, on a vu des exemples sur Axway Software ou encore sur Equinox. Tout ça, c'est des dossiers qui sont dans ce type de configuration de retournement moyen-long terme. Donc ça, c'était la première information. La deuxième info, c'est qu'on avait vu autour de 15, 16, 17 euros que Wallix était intéressante. Elle a pris 20%, donc au cours actuel, je ne suis pas acheteur. Voilà. Wallix à 16 euros est intéressante. Et je vise, je pense vous avoir dit que je visais 25 et 30 euros à moyen long terme. Donc on va dire qu'il y a 3 paliers de 4 à 5 euros chacun. Donc là on a fait un premier palier, 20, 21 ou 22. On pourrait consolider à ce moment-là. Et c'est encore une fois pour les retardataires que j'espère qu'on aura à un moment donné un repli sur 18-19 euros avant la suite. Encore une fois, c'est une valeur qui fait du crabe. Et donc, vous voyez, on peut faire du crabe. Un peu comme Equinox, tout à l'heure. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, c'est des constructions graphiques qui vont se ressembler. Et puis Whitby, c'est l'exemple d'une valeur trend following magnifique. Donc on avait une tendance baissière, puis naissance d'une dynamique haussière de court terme, puis cassure de la MM200, puis naissance d'une dynamique haussière de moyen terme, puis accélération des volumes. Les cours triples continuent de se mettre en trend following. On retrouve pratiquement le cours d'introduction. Et là, on retrouve pratiquement les plus hauts historiques sur ce titre. Donc là, c'est processus de recovery. On a une action, à un moment donné, elle s'est peut-être introduite un peu haut. Elle a peut-être eu des soucis dans son business, 2 ans de baisse. Et là, retour à le cours d'introduction qui, s'il est dépassé, si on dépasse les plus hauts historiques, ça peut continuer. Mais bon, là, je parle plutôt de quelque chose qui s'est passé, pas de quelque chose qui va se passer. Elle a déjà fait un parcours magnifique. Simplement, voilà, tendance haussière moyen terme. La valeur a consolidé pendant un certain temps. Elle est revenue chercher un support à 9 euros. Et hop, boum, ça repart. Cassure d'oblique. Support. Ça retape, ça casse. C'est beau. C'est du trend following. C'est ce genre de configuration-là qu'on recherche.
Donc voilà pour les valeurs trend following et il nous reste les biotech. Alors sur les biotech, je vais faire court, mais en fait je voulais vous montrer les meilleures biotech de l'année, donc AB Science. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait en quelque sorte pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que depuis la fin de l'année 2019, le titre AB Science est rentré dans une dynamique haussière. On a parlé plusieurs fois du titre AB Science dans l'année, notamment ici en septembre quand le titre est sorti d'un range par le haut. Ici, il y a eu sortie de range plus volume. Et puis, j'ai eu de la chance peut-être, hein, ou bien c'est l'habitude, de vous parler d'AB Science ici, le 25 novembre, sur MM200. Et je disais, waouh, c'est super beau, la valeur est haussière, elle est haussière, elle vient de latéraliser un certain temps, elle est pile poil sur MM200, donc là on a une entrée, une très belle entrée. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont entrés là-dessus, qui ont tenu et qui ont profité de cette envolée derrière. Donc bravo à vous. Donc là, exemple d'une biotech qui était déjà haussière et soutenue dans l'anticipation de bons chiffres qui ont été publiés et qui ont fait cette résultante. Abivax, même chose. On était dans une dynamique haussière qui avait démarré un peu plus tôt, un an plus tôt. Ça faisait déjà donc 2 ans qu'on était sur une tendance haussière. Alors Abivax, elle est quand même assez complexe, c'est-à-dire qu'elle fait parfois des gaps haussiers, puis elle les retrace, puis elle fait un trou d'air sous MM200. Elle en a fait même plusieurs. Donc c'était vraiment pas simple. Ici, je vous en parle tout simplement pour vous dire, qu'elle était déjà haussière avant que la bonne nouvelle tombe, comme de par hasard. Et que 2, vous pouvez constater que ici, on a eu un gap de 60% à la hausse. Et vous pouvez constater encore une fois par A plus B que lorsqu'une valeur biotech gap à la hausse de plus de 20, de 30, de 50, de 60%, on sort à l'ouverture. Parce que 99% du temps, le plus haut, on fait un plus haut au niveau du cours d'ouverture. Ici, Abivax avait gapé à plus de 20%, puis elle retombe et elle comble son gap. Ici, elle monte à plus de 60%, puis elle comble les 2 tiers de son gap. Donc, quand on a une très forte hausse comme ça, en plus sur une news qui était quand même beaucoup moins d'importance que sur AB Science, donc voilà, on en profite et on sort. Troisième biotech de qualité cette année, Valneva. Valneva qui a bossé sur le Covid mais aussi sur la maladie de Lyme, qui est une valeur trend following, qui avait cassé une oblique baissière un peu comme sur Equinox, on avait une oblique baissière comme ça, on avait cassé l'oblique, fait un pullback dessus, c'est très propre, puis ensuite l'envolée. On a inscrit un nouveau record historique sur la valeur, c'était un peu un objectif en soi. Donc là, c'est pas de la green line breakout stratégie. La green line breakout stratégie, vous savez, c'est des titres qui sont restés sous le cours d'ouverture et le plus haut historique pendant 1 an, 2 ans, puis qui le cassent et qui démarrent quelque chose. Sur Valneva, j'ai plutôt l'impression que c'est pas que c'est la fin de quelque chose, mais que c'est déjà un bel objectif en soi. C'est-à-dire que le cours du plus haut historique est à 9 euros. Elle était redescendue début 2020 sur les 2 euros qui étaient ses plus bas historiques d'il y a 10 ans. C'est une vieille biotech, hein, Valneva. Et en remontant très fortement ces dernières semaines, on est passé de 5 à 9 et on est venu taper les plus hauts historiques. Et je pense que nombreux opérateurs sont sortis sur ce plus haut historique qui était une résistance majeure et un objectif majeur. Et il faudra vraiment de nouvelles annonces, de bonnes nouvelles, etc. pour casser ce niveau historique de prix et peut-être activer une Green Line Breakout Strategy. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il ne faut pas oublier qu'elle était à 4,50 € le mois dernier. Et en support à surveiller, il y a les 7,10 € sur lesquels on est en train d'approcher. Et en dessous, il y a les 6,50 €. Alors oui, les 7,10 € c'est super propre, c'est les anciens plus hauts, c'est un niveau horizontal, c'est la MM20 et c'est le niveau de l'accélération qu'il y a eu le 16 décembre dernier. Parfois on s'arrête pile poil là-dessus et ça redémarre, parfois le titre met un peu plus de temps et donc fait des consolidations un peu plus profondes. Donc parfois il faut aussi savoir laisser du temps au temps. Donc là vous avez vu 3 exemples de belles valeurs haussières. 4e exemple, Terra Nexus, même chose que Valneva, puisque on est revenu sur le plus haut historique.
Donc peut-être qu'on le dépassera un jour, hein, s'il y a la signature d'un partenaire notamment. Mais même chose ici, on était à 2 euros au début de l'année, on est à 20 euros, on a fait x10 dans l'anticipation de bonnes nouvelles qui, espérons-le, tomberont. Et c'était un objectif en soi, raison pour laquelle peut-être certains prennent des bénéfices sous ce seuil. Ici aussi, il y avait une tendance haussière. Il y avait une tendance haussière qui est née en avril avec un gros gap haussier. On a fait ce gap, on est revenu le tester derrière. Moi, la première fois où j'ai parlé de cette valeur, c'était ici, à la sortie de ce canal baissier, c'était à 8 euros. Puis à 12 euros, en disant que l'objectif majeur, c'était les 21 euros s'il y avait des bonnes nouvelles. Je pensais qu'il faudrait une signature de partenariat pour atteindre les 21 euros. En fait, on a atteint les 21 euros sans signature de partenariat. Alors, ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire qu'un objectif majeur a été atteint. La deuxième chose, c'est que si on est déjà là sans partenariat, c'est que si partenariat il y a, on pourrait aller encore plus haut. Mais ça incombe aussi un bémol, et d'ailleurs j'ai pensé à ça hier soir en voyant la news. J'ai vu que Terra Nexus avait publié un calendrier de ses rendez-vous, que ce soit les présentations de ses projets ou les différentes publications de ses comptes. Quand vous allez sur Zone Bourse, que vous allez sur la page Terra Nexus, hop, vous allez, hier soir, il y a une news qui a été publiée, c'est l'agenda financier. Alors pourquoi est-ce que j'ai bugué là-dessus? Tout simplement parce que, me semble-t-il, Terra Nexus avait annoncer un partenaire d'envergure en 2020. Et on est le 29. Donc si la société ne le fait pas, d'ici la fin de l'année, ça peut décevoir. Sauf si je me trompe et qu'elle n'avait pas dit 2020. Et en fait, ce qui me met la puce à l'oreille sur le fait que ça pourrait ne pas tomber en début, soit fin 2020, soit tout début 2021, c'est qu'elle a publié une news hier soir sur son agenda financier, ce qui est en quelque sorte une news un peu bidon, quoi. À quoi ça sert de publier son agenda financier? Sauf si c'est pour rappeler qu'on va se retrouver à certaines dates, et pour un petit peu faire passer la pilule selon laquelle il n'y a pas de partenaire pour le moment. Je me suis dit, les actionnaires attendent une date, attendent une signature, attendent une news. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Peut-être que la société va signer son partenaire, mais peut-être que ce sera que dans 2 mois, dans 4 mois ou dans 6 mois. Si c'est le cas, les opérateurs pourraient perdre patience et donc sortir du titre. Et donc peut-être que pour empêcher les opérateurs de perdre patience, la société vient de publier son agenda financier. Sinon, je vois pas l'intérêt en fait de publier cette news-là. Tout le monde va sur l'agenda financier de la société, sur la partie investisseur de la société pour avoir ce genre de date. Il y a peu de sociétés publient leur agenda, il y en a quelques-unes. Mais voilà, soit je me trompe complètement, dans les jours qui viennent, la news sort, c'est génial, elle continue de monter, elle passe ses plus hauts historiques et elle explose comme certains l'espèrent et c'est cool. Soit cet agenda financier est un moyen de faire passer la pilule selon laquelle la news va pas tomber dans les jours qui viennent. Voilà. Donc tout ça pour dire que si vous allez sur des biotech qui sont en trend following, qui sont haussières, qui sont soutenues par des volumes forts, vous avez quand même beaucoup plus de chances de gagner. Je n'en démords pas sur l'idée quand même que les biotech sont dangereuses, sur l'idée qu'elles sont binaires, que s'il y a une mauvaise nouvelle sur une recherche, et même sur des bons dossiers, il y a des mauvaises nouvelles par moment, ça peut perdre 50%. AB Science, qu'on regardait tout à l'heure, oui, il vient de passer de 4 à 22, mais elle était déjà à 22 il y a quelques années. Hein? Valneva, oui, elle a bien monté ces derniers mois, elle est revenue à 9 euros, mais 9 euros c'est son cours d'il y a 12 ans. Donc on se fait pas non plus trop d'illusions. Les biotech à long terme, si vous les mettez dans le portefeuille et qu'elles dorment, c'est pas forcément gagnant. Par contre, profiter de vagues haussières sur des biotech haussières à moyen long terme soutenues par des beaux volumes qui donnent des signaux, ça ok.
Donc AB Science, Abivax, c'était OK. Valneva et Terranexus, c'était OK. Bémol sur Valneva et Terranexus, avec leur hausse de ces derniers mois, elles viennent de passer de leur plus bas historique à leur plus haut historique. Donc, bémol quand même. Autre exemple, le dernier exemple d'une biotech sur laquelle on pouvait voir un changement d'état d'esprit et où l'analyse technique, encore une fois, nous donnait des signaux en amont de la news et nous donnait donc des chances d'y participer, parce que c'est ça le problème avec les biotech. La bonne nouvelle, elle tombe parfois du jour au lendemain. On va le voir dans l'exemple, la dernière valeur de mon tableau, l'isogène. Elle était baissière, elle était moche. Si on n'était pas dedans, on ne profitait pas de la news, on ne pouvait pas gagner 30%. Donc c'est ça aussi. Et certains se justifient le fait d'être sur des biotech baissières en disant oui, mais non, la news, elle peut tomber à tout moment. Non, je ne suis pas d'accord. C'est très rare. Et souvent, quand la news tombe, la valeur, elle gagne 30% alors qu'elle avait perdu ses 30% dans les mois qui précédaient. Du coup, vous vous retrouvez à zéro et l'anticipation ne servait à rien. Donc, acheter des biotech baissières en disant oui, mais il y a une news qui peut tomber à plus 30, plus 50%, ça ne marche pas. Dire on achète des biotech haussières parce que sur les haussières, on a plus de probabilité de gain de bonnes nouvelles, oui, ça marche. Donc sur Carmat, on avait une dynamique baissière avant, on avait une neutralisation de la valeur cette année, on avait un ultime trou d'air ici avant une belle remontée des prix en novembre, et c'est là qu'elle m'a intéressé en novembre, puisque ici il y a eu un retour progressif. Alors ici j'ai beaucoup aimé le trou d'air en fait sur MM200. Petite baisse sous MM200, puis on remonte derrière, puis on repart direct. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a alerté. Du coup, je m'étais mis une alerte pour surveiller la cassure des 21. Elle a cassé, j'ai fait une analyse. Les gens s'y sont intéressés, les volumes. Et puis, vous voyez que même si mon analyse a boosté le cours en journée, elle est revenue tester la zone derrière. On pouvait rentrer à 21,20, 21,50 sur la cassure nette sans avoir à rentrer au plus haut. Et puis par la suite, il y a eu des volumes qui étaient énormes. Quelqu'un me dit, Nicolas, oui, sur Carmat, l'analyse technique, comment ça pouvait prédire que ça allait être bon. L'analyse technique, elle prédit pas que c'est bon, mon gros. L'analyse technique, elle dit que le marché, ne voulait aller pas plus bas. Il a touché un niveau horizontal, il a sauvé MM200. 2, il y avait un retour de l'intérêt avec des cassures haussières et des volumes. 3, on avait une configuration en épaule, tête, épaule inversée super belle. 4, on avait une ligne de coup. 5, on avait des volumes de folie pendant un mois qui laissaient entendre très clairement que des investisseurs spéculaient sur la bonne news et voulaient donc se placer. Et puis ça, c'est le cadeau de Noël, jeudi 24 décembre, plus 40%. Et comme je l'ai écrit sur Twitter, à plus 40% sur une biotech, c'est un cadeau, on encaisse et on essaiera d'en récupérer plus bas. Donc ici, c'était pas une biotech qui était déjà haussière depuis un an, elle n'était haussière que depuis mars, mais elle avait donné ces dernières semaines pas mal de signaux de volume. Et donc, pour quelqu'un qui était rentré à 21 €, ça faisait un beau ratio risque-gain et ça faisait un très beau gain au final. Ceux qui sont rentrés sur mon analyse ont gagné entre 50 et 60%. Et puis, maintenant qu'on a parlé des biotech haussières, des biotech qui avaient des niveaux à atteindre comme Valneva et Terranexus sur lesquels il faudra des grosses news pour les casser, des biotech comme Carmat où il y avait des signaux avant la bonne news, les biotech qui sont baissières et dangereuses. Donc Genfit, déjà pour vous montrer, donc c'était la plus grosse biotech de France. En 2020, elle a perdu 80%, elle s'est fait éclater. Genfit était déjà baissière depuis 3 ans. Il y avait des attentes qui étaient énormes. Il y avait une phase 3 qui avait été retardée. Il y avait un PDG qui était parti. Mais malgré tout, certains voulaient y croire. Ça a très mal fini. Alors ici, c'est l'exemple selon lequel une biotech baissière qui baisse ne va pas forcément remonter. Vous voyez, elle était à 7 € il y a quelques mois, à 5 € il y a quelques mois, elle est à 4 € maintenant. Donc une biotech qui baisse ne va pas forcément se relever. Donc gardez en tête qu'une biotech baissière, faut faire gaffe. Qu'une biotech sur laquelle il y a trop d'attentes, faut faire gaffe. Qu'une biotech, même si haussière soutenue à un moment donné, peut perdre 30 à 50% sur une mauvaise nouvelle. Donc les biotech, on fait attention, on préfère les haussières, on va pas sur des biotech baissières délaissées.
On n'achète pas des biotech baissières délaissées en espérant des signaux, en anticipant des signaux et des bonnes news, parce que de toute façon, on aura largement le temps de rentrer sur des signaux. Inat Pharma, je veux pas taper dessus, je voulais pas taper dessus, je l'ai souvent pris en exemple et certains qui étaient dessus m'ont pris en grippe en disant pourquoi tu tapes toujours dessus. Bah tout simplement parce que c'est l'exemple parfait de ce que j'essaye de montrer et donc c'est pour ça que je l'utilise. Inat Pharma, elle a beau eu signer des contrats, elle a beau être partie en hausse à fond de 6 à 9 euros en 2018, tout le monde disait c'est génial, elle va avancer, me semble-t-il, avec AstraZeneca de mémoire. Et puis bah depuis, elle a été divisée par 3 et j'y peux rien moi. Elle est baissière, elle est dangereuse, elle est scabreuse. Et quand on est sur une tendance baissière et qu'on est sous une oblique, bah le risque c'est de baisser. Et comme de par hasard, elle a gapé à la baisse et elle a reperdu 30% comme ça avait été le cas précédemment. Donc ne m'en voulez pas ceux qui sont dessus, je ne fais que vous rappeler. Alors certes, je remue le couteau dans la plaie, mais j'essaie de le remuer assez pour que ça vous fasse assez mal, que vous ne répétiez pas l'erreur. Que vous ne répétiez pas l'erreur de mettre plus de 10% de votre portefeuille sur des biotech, que vous ne répétiez pas l'erreur de ne pas prendre des gains sous une oblique baissière dans une tendance baissière, que vous ne répétiez pas l'erreur d'acheter des biotech baissières en l'espérant qu'elles vont monter plus que des biotech qui sont déjà haussières, parce que ça ne marche pas. Et pour finir, l'Isogène, qui est un exemple parfait de biotech qui était baissière et délaissée, sur laquelle on a une news qui tombe comme ça, sortie de nulle part, et qui donne 30% de gain hier. Ça, c'est encore une fois pour répéter que acheter une biotech baissière sans signal ne sert à rien. Parce que pour tous ceux qui en ont acheté sans signaux particuliers ces derniers mois, cette hausse de 30% n'est qu'un moyen de repasser en petit vert ou de revenir à l'équilibre sur la position. Ce n'est donc pas un moyen de faire de l'investissement qualitatif de moyen terme. Ça vous bloque vos fonds, ça vous bloque votre argent. Laissez donc une valeur comme l'Isogène se réveiller, tenter de casser sa MM200, prendre le dessus, casser peut-être un jour les 3 euros et donc faire naître quelque chose. Là, s'il se passerait quelque chose, ce serait intéressant. On a eu un volume historique, on vient de casser MM200, on est en train de combler tout ou partie du gap. Est-ce qu'il sera comblé ou pas? Derrière, est-ce que ça redémarre? Et si on casse les 3,10 €, les plus hauts correspondant à des résistances de juin, à ce plus haut dû à cette annonce, là on aura la naissance de quelque chose, un trend haussier de court terme et donc la possibilité de rentrer sur une biotech qui deviendrait haussière, sur laquelle l'intérêt des opérateurs aurait été confirmé. Voilà, j'ai mis le temps, mais c'est la passion qui parle. Je voulais vous donner hors info de marché, puisqu'il ne se passe rien en dehors des Brexit et des plans de relance et toutes les choses qui étaient écrites d'avance. Je voulais aussi vous donner l'envie d'avoir envie, l'envie d'apprendre, l'envie de trader des beaux dossiers, de faire du trend following, de ne pas faire du court terme, mais de faire du moyen long terme, de ne pas avoir des stops trop courts, mais d'avoir des stops longs, de trader des biotech haussières, mais de ne pas en trader trop, et de ne pas trader les biotech baissières. Et je sais, je me répète, mais je pense que ça rentre. Et vous êtes de plus en plus nombreux à faire des gains, à avoir redressé vos portefeuilles en 2020, à avoir des belles valeurs en portefeuille en trend following. Et c'est ma plus belle victoire. Merci pour tous vos messages, merci pour vos remerciements, pour les messages super sympas, pour les courriers, pour les petites bouteilles de champagne reçues pendant les fêtes. Merci à vous tous, fidèles lecteurs sur Twitter, sur YouTube. Merci pour ces échanges, pour la communauté, pour ces partages, pour cette passion. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, de joyeuses fêtes, profitez bien des amis, de la famille, et surtout reposez votre cerveau, reposez votre portefeuille, votre souris, votre ordinateur. Prenez du temps pour vous, créez vos liquidités, écrivez-vous des règles pour 2021, ne vous jetez pas à corps et âme en pleine période de vacances sur des dossiers liquides, et à très bientôt en 2021, avec grand plaisir, le sourire et la motivation. À très bientôt à tous. Au revoir.